Quelque chose autour de vous pense avant même que votre esprit ne formule une pensée. Une présence invisible, silencieuse, chargée de tout ce que vous avez accumulé sans le voir. Vos peurs, vos rancunes, vos fatigues anciennes ne restent pas enfermées dans votre mémoire. Elles rayonnent. Elles modifient votre champ intérieur comme une brume déforme la lumière. Et plus ce champ se trouble, plus votre réalité semble lourde, répétitive, fermée. Ce soir, sur Parole du soir, nous allons entrer dans une nuit quantique, non pas pour fuir le monde, mais pour nettoyer ce qui l'altère en vous. La science parle de champs biomagnétiques. Les traditions anciennes parlaient d'aura, de corps subtils, de vibrations intérieures. Peu importe le nom, une vérité demeure. Votre esprit ne s'arrête pas à votre cerveau. Il déborde autour de vous. Il influence ce que vous attirez, ce que vous ressentez, ce que vous répétez. Et lorsque ce champ se purifie, quelque chose change silencieusement. La réalité cesse peu à peu de résister. Le champ intérieur, votre aimant silencieux. Quelque chose émane de vous en permanence. Même lorsque vous ne parlez pas, même lorsque vous ne bougez presque pas, même lorsque vous pensez être seul avec vos pensées, une présence invisible vous précède avant chaque mot, chaque regard, chaque rencontre. Les anciens l'appelaient souffle, aura, vibration, lumière subtile. Les scientifiques modernes parlent de fréquences, de champs électromagnétiques, d'ondes cohérentes. Les mots changent, mais le mystère demeure identique. L'être humain ne s'arrête pas à la limite de sa peau. Une partie de vous rayonne continuellement autour de vous, influençant ce que vous attirez, ce que vous ressentez, ce qui vous traverse et ce qui vous évite. Le cœur joue un rôle étrange dans cette architecture invisible. Bien avant que la pensée formule une intention claire, le cœur réagit, capte, transmet. Son champ dépasse largement celui du cerveau. Il ne fonctionne pas seulement comme une pompe biologique, mais comme un centre d'émission silencieux. Chaque émotion modifie sa fréquence. Chaque peur le contracte. Chaque apaisement l'ouvre. Chaque conflit intérieur trouble son rythme. Et ce rythme devient une signature. Une écriture énergétique que les autres perçoivent parfois sans savoir la nommer. Vous avez déjà senti cela sans le comprendre. Entrer dans une pièce et ressentir immédiatement une lourdeur, une agitation, une tension invisible. Rencontrer une personne qui semble sourire, mais dont quelque chose vous fatigue profondément. Croiser quelqu'un d'autre qui ne dit presque rien et pourtant vous apaise instantanément. Ces phénomènes ne viennent pas uniquement des mots ou des comportements visibles. Ils viennent des chants qui se rencontrent avant même les discours. Le chant intérieur ne ment pas parce qu'il précède le masque. Le mental peut inventer, corriger, séduire, manipuler. Le chant, lui, révèle l'état réel de l'être. Une personne peut parler de paix tout en émettant une violence silencieuse. Une autre peut sembler maladroite, mais porter une stabilité profonde qui rassure immédiatement. Vous ressentez cela dans votre corps avant de le comprendre avec votre esprit, car votre propre champ capte constamment les fréquences qui l'entourent. Chaque expérience laisse une empreinte sur ce champ. Une joie sincère l'élargit. Une peur répétée le fragmente. Une colère ancienne le rend dense et irrégulier. Une culpabilité persistante le contracte. Vous ne transportez pas seulement des souvenirs psychologiques. Vous transportez des signatures vibratoires qui modifient votre manière d'habiter le monde. Et ces signatures attirent naturellement ce qui leur correspond. Ce mécanisme est plus subtil qu'une simple loi d'attraction simplifiée.
Il ne s'agit pas de pensée magique ni de positivité forcée. Le chant intérieur attire ce qui résonne avec son état profond, pas avec les affirmations superficielles du mental. Vous pouvez répéter des phrases lumineuses tout en portant une fréquence de peur ou de manque. Le chant répondra toujours à ce qui est réellement vécu, pas à ce qui est affiché. C'est pour cela que certaines situations semblent se répéter dans votre vie malgré vos efforts conscients. Le chant agit comme un aimant silencieux qui continue d'émettre les anciennes informations tant qu'elles ne sont pas transformées. Une blessure non résolue devient une fréquence stable. Et cette fréquence attire des expériences capables de la réactiver. Non pas comme une punition, mais comme une continuité vibratoire. Le chant cherche naturellement ce qui lui ressemble pour maintenir sa cohérence. Certaines personnes entrent dans votre vie parce qu'elles correspondent exactement à une zone active de votre champ. Elles viennent toucher ce qui est encore ouvert, encore sensible, encore inachevé. Voilà pourquoi certaines rencontres semblent immédiates, presque inévitables. Quelque chose se reconnaît avant même que les personnalités se découvrent. Les chants se lisent mutuellement dans un langage que le mental ne comprend qu'après coup. Lorsque votre chant est saturé de tensions, de conflits intérieurs ou de mémoires lourdes, vous devenez plus perméable à certaines influences. Vous absorbez plus facilement les émotions des autres, leurs peurs, leurs projections. Une personne agitée peut vous épuiser sans même parler beaucoup. Une foule peut vous vider complètement, non parce que vous êtes faible, mais parce que votre chant manque de cohérence interne. Il devient poreux, instable, ouvert à toutes les interférences. À l'inverse, un chant cohérent agit comme une présence stable. Il ne se laisse pas envahir facilement. Il n'a pas besoin de se défendre constamment. Certaines personnes portent cette qualité silencieuse. Leur simple présence calme les tensions autour d'elles. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles n'imposent rien. Mais quelque chose autour d'elles réorganise naturellement l'espace. Ce n'est pas un pouvoir mystique spectaculaire. C'est une cohérence profonde entre ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent et ce qu'elles émettent. Le problème moderne est que beaucoup vivent coupés de leur propre champ. Ils pensent uniquement en termes mentaux, oubliant que leur état intérieur rayonne continuellement. Ils tentent de contrôler leur vie par les idées tout en négligeant la qualité vibratoire qu'ils diffusent chaque jour. Or, le champ intérieur influence davantage les relations, les opportunités et les perceptions que les stratégies conscientes. Chaque lieu possède aussi un champ. Certaines maisons gardent une lourdeur ancienne. Certains endroits semblent absorber l'énergie. D'autres régénèrent immédiatement. Les murs, les objets, les espaces retiennent des traces invisibles des émotions répétées. Vous le ressentez instinctivement. Le corps perçoit avant le raisonnement. Il capte les atmosphères comme une antenne silencieuse. Le champ intérieur n'est jamais fixe. Il change selon ce que vous nourrissez, ce que vous répétez, ce que vous entretenez intérieurement. Une pensée répétée devient une émotion dominante. Une émotion dominante devient une fréquence stable. Une fréquence stable devient une signature. Et cette signature influence progressivement votre réalité relationnelle, émotionnelle et même physique. Mais le plus mystérieux est ailleurs. Le champ intérieur agit aussi comme une mémoire. Il contient des traces que le mental a oubliées. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et ressentir immédiatement une méfiance sans raison logique. Ou au contraire, une confiance profonde, impossible à expliquer. Le champ reconnaît parfois des structures invisibles avant que la conscience puisse les analyser. Il lit les incohérences, les tensions cachées, les harmonies profondes. Voilà pourquoi certaines personnes vous nourrissent littéralement. Après leur présence, vous vous sentez plus vivant, plus clair, plus léger. Leur chant stimule une cohérence en vous. D'autres provoquent l'effet inverse.
Vous quittez leur présence avec une fatigue étrange, une confusion, une densité difficile à nommer. Même sans conflit apparent, quelque chose en vous s'est contracté. Le champ intérieur fonctionne comme un langage silencieux permanent. Chaque être parle à travers lui sans le savoir. Et ce langage devient plus précis lorsque le mental cesse de tout couvrir par le bruit. Vous commencez alors à percevoir des nuances invisibles. La sincérité derrière les mots, la peur derrière l'agressivité, le vide derrière certaines séductions, la paix derrière certains silences. Aucune technique superficielle ne peut durablement modifier ce champ si les structures profondes restent inchangées. Car le champ ne répond pas aux apparences, il répond à l'état réel de l'être. Transformer le champ intérieur signifie transformer la qualité des émotions répétées, des tensions maintenues, des pensées entretenues. Cela signifie restaurer une cohérence perdue entre le cœur, le corps et l'esprit. Le cœur reste au centre de ce mystère parce qu'il unifie. Lorsqu'il entre en cohérence, tout le champ change subtilement. Le rythme devient plus stable, les réactions moins dispersées, la perception plus claire. Vous cessez progressivement d'attirer certaines dynamiques destructrices, non parce que vous les combattez, mais parce que votre fréquence ne leur correspond plus. Le champ intérieur est votre vérité silencieuse. Il révèle ce que vous portez réellement au-delà des discours, des intentions affichées et des rôles sociaux. Il attire, repousse, informe, influence sans jamais prononcer un mot. Et tant que vous ignorez son existence, vous continuez à croire que votre vie dépend uniquement des circonstances extérieures. Mais quelque chose commence à changer lorsque vous comprenez que chaque émotion entretenue modifie votre rayonnement, que chaque tension répétée influence votre fréquence, que chaque état intérieur devient une onde qui voyage bien au-delà de vous. À cet instant, le monde cesse d'être une suite d'accidents séparés. Il devient un immense réseau de résonance invisible où chaque être émet ce qu'il porte réellement. Et votre chant, lui, continue de parler même lorsque vous restez silencieux. Les parasites invisibles. Quelque chose circule autour de vous et à travers vous sans que vos yeux puissent le voir. Une présence subtile, silencieuse, mais constante, faite non de matière dense, mais d'informations accumulées, de charges émotionnelles, de mémoires non résolues. Vous appelez cela humeur, caractère, destin, malchance, fatigue intérieure. Pourtant, derrière ces mots se cache souvent un phénomène plus profond, des parasites invisibles qui se sont attachés à votre champ intérieur et qui influencent lentement votre manière de penser, de ressentir, de percevoir et même d'attirer certaines expériences. Ces parasites ne ressemblent pas aux créatures des récits anciens. Ils ne possèdent ni visage ni volonté propre. Ils sont des structures énergétiques créées par la répétition d'émotions non libérées. Une rancune entretenue pendant des années devient une fréquence stable. Une peur répétée quotidiennement finit par créer une signature intérieure reconnaissable. Une honte gardée secrète se transforme en vibration silencieuse qui modifie votre posture, votre regard, votre manière d'entrer dans une pièce. Ces états cessent d'être des émotions passagères. Ils deviennent des programmes. Le plus troublant est que ces programmes ne restent pas immobiles. Ils émettent. Chaque pensée répétée, chaque émotion entretenue diffuse une information subtile autour de vous. Vous ne traversez pas le monde comme un être neutre. Vous traversez le monde accompagné d'un champ chargé de signaux invisibles. Et ce champ attire naturellement ce qui lui ressemble. Non pas par magie simpliste, mais par résonance profonde. Ce que vous portez intérieurement influence ce que vous percevez, ce que vous tolérez, ce que vous provoquez inconsciemment et ce vers quoi vous vous dirigez. Une peur ancienne agit comme un appel silencieux.
Elle rend votre attention hypersensible à tout ce qui pourrait confirmer cette peur. Votre corps se prépare, vos réactions se modifient, vos décisions deviennent défensives. Peu à peu, vous construisez inconsciemment des situations qui ressemblent à votre blessure initiale. Vous pensez que le monde vous attaque encore, alors qu'une partie de votre champ continue d'émettre le signal de l'ancienne menace. La rancune fonctionne de manière encore plus dense. Elle ne se contente pas de conserver un souvenir douloureux. Elle maintient un lien énergétique avec ce qui vous a blessé. Tant que cette rancune reste active, une partie de votre énergie demeure attachée au passé. Vous continuez à nourrir ce que vous prétendez vouloir quitter. Et cette énergie stagnante finit par attirer des expériences similaires. Non parce que l'univers vous punit, mais parce que votre champ reste accordé à cette fréquence de méfiance et de blessure. La jalousie, elle, crée une distorsion plus subtile. Elle vous coupe de votre propre mouvement intérieur. Au lieu de sentir votre trajectoire, vous devenez obsédé par celle des autres. Votre énergie cesse de circuler librement et commence à tourner autour de ce que vous croyez manquer. Ce manque devient alors une émission permanente. Plus vous fixez ce que vous n'avez pas, plus votre champ se remplit du sentiment d'insuffisance. Et ce sentiment influence ensuite vos choix, vos relations, votre manière de vous percevoir. La honte possède une vibration encore plus profonde. Elle agit comme un voile qui pousse l'être à se cacher même lorsqu'il est visible. Une personne marquée par une honte ancienne peut réussir, parler, sourire, avancer dans la vie, tout en gardant au fond d'elle une sensation d'illégitimité permanente. Cette sensation devient un parasite extrêmement puissant, car elle infiltre tout. Elle transforme les compliments en suspicion, les opportunités en danger, l'amour en menace potentielle. Rien n'est jamais reçu pleinement, car le champ continue d'émettre. Je ne mérite pas réellement cela. Les croyances limitantes ne sont pas de simples pensées négatives. Elles sont des architectures invisibles. Une phrase répétée intérieurement pendant des années finit par devenir une loi énergétique. Je ne suis pas capable. Je finirai toujours seul. Rien ne dure pour moi. Ces affirmations silencieuses deviennent des filtres à travers lesquels toute la réalité est interprétée. Le champ ne voit plus le monde tel qu'il est. Il voit le monde à travers le programme qu'il maintient actif. Le traumatisme non résolu est sans doute le parasite le plus silencieux et le plus puissant, car il ne parle pas toujours directement. Il agit à travers des réactions automatiques, des peurs irrationnelles, des blocages inexplicables. Une partie de l'être reste figée au moment du choc initial. Le temps a avancé, mais l'énergie, elle, est restée coincée. Et cette énergie immobilisée continue d'influencer le présent, comme si le danger existait encore. Ces parasites ne se nourrissent pas uniquement de votre attention consciente. Ils se renforcent à travers la répétition émotionnelle. Chaque fois que vous revivez intérieurement une blessure sans la transformer, vous les alimentez. Chaque fois que vous entretenez une colère, une peur ou une humiliation ancienne, vous ajoutez de l'énergie à leur structure. Et plus leur structure devient dense, plus leur influence paraît naturelle. Le danger le plus grand réside dans l'habitude, car un parasite ancien finit par être confondu avec votre identité. Vous ne dites plus « je porte une peur », vous dites « je suis anxieux ». Vous ne dites plus « une blessure agite en moi », vous dites « c'est ma personnalité ». Ainsi, ce qui devrait être observé devient accepté comme une définition de soi. Pourtant, ces structures ne sont pas votre essence. Elles sont des accumulations. Elles sont des couches déposées au fil des expériences, des répétitions, des protections construites inconsciemment. Le problème n'est pas leur existence. Le problème est l'absence de conscience à leur sujet, car ce qui reste invisible dirige silencieusement votre vie.
Un être chargé de parasites émotionnels peut croire qu'il choisit librement alors qu'il réagit constamment à ses anciennes blessures. Il pense avancer vers quelque chose, mais une partie de lui fuit encore un passé non résolu. Cette fuite permanente crée une fatigue subtile, une sensation d'être toujours poursuivi par quelque chose d'indéfinissable. Votre champ intérieur fonctionne comme une mémoire vivante. Chaque émotion forte y laisse une empreinte. Chaque répétition renforce cette empreinte. Et ces empreintes finissent par former une atmosphère intérieure. Certaines personnes entrent dans une pièce avec une densité presque palpable. D'autres dégagent une agitation invisible. D'autres encore semblent porter une tristesse silencieuse que rien n'explique immédiatement. Ce ne sont pas uniquement des états psychologiques, ce sont des émissions constantes de leur champ intérieur. Mais un parasite invisible perd une grande partie de sa force lorsqu'il est reconnu clairement, car sa puissance dépend de l'inconscience. Il agit dans l'ombre, dans les automatismes, dans les réactions répétées. Dès qu'une lumière d'attention véritable apparaît, le mécanisme commence à se fissurer. Vous cessez progressivement d'être totalement identifié à ce qui vous traverse. Cette reconnaissance ne signifie pas rejet ou guerre intérieure. Combattre un parasite émotionnel avec violence renforce souvent sa présence. Car toute lutte intense maintient l'énergie fixée sur lui. La transformation réelle commence lorsque vous voyez la structure sans vous confondre avec elle. Lorsque vous comprenez que ce que vous ressentez n'est pas toujours ce que vous êtes. Le champ humain n'est pas figé. Il change, il se nettoie, il se réorganise continuellement. Mais pour qu'une nouvelle fréquence apparaisse, l'ancienne doit cesser d'être nourrie. Une peur cesse lentement d'attirer certaines situations lorsqu'elle n'est plus entretenue quotidiennement. Une rancune perd son pouvoir lorsqu'elle ne reçoit plus votre énergie émotionnelle. Une honte commence à se dissoudre lorsque vous arrêtez de bâtir votre identité autour d'elle. Ce chapitre n'est pas une condamnation de vos blessures, c'est une révélation. Ce que vous appelez parfois destin, malchance ou répétition est souvent un dialogue entre votre champ intérieur et les informations qu'il contient encore. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes conditionné par des signaux invisibles qui demandent enfin à être vus. Car tout ce qui est conscientisé commence à perdre sa forme automatique. Et lorsque les parasites cessent d'émettre à travers vous, un silence nouveau apparaît. Un espace moins chargé, moins saturé, moins encombré par les anciennes fréquences. Alors, pour la première fois depuis longtemps, ce n'est plus la blessure qui parle à travers votre vie. C'est votre présence réelle. La pollution psychique du quotidien. Quelque chose s'accroche à vous chaque fois que vous traversez une journée. Pas seulement de la fatigue, pas seulement des pensées, mais des traces invisibles qui se déposent lentement sur votre esprit, votre corps, votre respiration. Vous croyez rentrer chez vous seul, mais vous revenez accompagné de fragments de regards, de tensions, de paroles, de présences qui ne vous appartiennent pas. Chaque interaction laisse une empreinte subtile. Chaque environnement imprime une fréquence. Chaque personne transporte un climat intérieur qui déborde parfois silencieusement sur ceux qu'elle croise. Et vous, sans même le remarquer, vous absorbez plus que vous ne le pensez. Une réflexion malveillante peut sembler disparaître après quelques secondes. Pourtant, quelque chose reste suspendu dans votre système. Une phrase entendue au mauvais moment continue de tourner longtemps après avoir été prononcée. Un regard chargé de mépris laisse une sensation difficile à expliquer. Une ambiance tendue modifie votre respiration, votre posture, votre manière de penser. Vous appelez cela le stress, l'humeur, la fatigue sociale. Mais sous ces mots se cache souvent une réalité plus profonde. Votre champ intérieur a été traversé par des fréquences qui ne viennent pas de vous.
Le problème n'est pas seulement ce que vous vivez consciemment. Le problème vient surtout de tout ce que vous laissez entrer sans le filtrer. Une journée ordinaire expose votre esprit à des centaines de signaux dissonants. Des visages fermés, des conversations vides, des informations anxiogènes, des images saturées de peur, de colère ou de désir artificiel. Chacune de ces choses agit comme une poussière invisible qui se dépose lentement sur votre espace intérieur. Une seule particule semble insignifiante, mais l'accumulation quotidienne crée une saturation silencieuse. Vous pensez souvent que vos pensées viennent uniquement de vous. Pourtant, une grande partie de ce qui traverse votre esprit est une résonance de ce que vous avez absorbé. Une tension collective devient votre tension personnelle. Une peur ambiante devient une inquiétude intime. Une agitation extérieure devient une incapacité à retrouver le silence. Le psychisme humain est poreux. Il capte, il imite, il répercute. Et lorsque cette porosité n'est pas consciente, vous devenez un réceptacle ouvert à toutes les influences. Certaines personnes transportent des champs lourds sans même le savoir. Leur colère contenue, leur frustration, leur anxiété déborde subtilement dans leur manière de parler, de regarder, de respirer. Vous n'avez parfois besoin que de quelques minutes auprès d'elles pour sentir une fatigue étrange apparaître en vous. Rien n'a été dit clairement, aucun conflit n'a eu lieu, pourtant quelque chose vous a traversé. Ce phénomène est ancien. Les traditions mystiques parlaient déjà de contamination des états intérieurs, de transmission invisible des vibrations de l'âme. Votre époque moderne a multiplié cette exposition à un niveau presque permanent. Autrefois, les influences étaient limitées par la distance, le silence, la lenteur du monde. Aujourd'hui, des milliers de pensées, d'émotions et d'images pénètrent votre conscience chaque jour à travers les écrans, les réseaux, les conversations dispersées. Vous ne vivez plus seulement votre propre vie psychique. Vous portez un mélange d'énergie collective qui tourne sans arrêt autour de vous. Une nouvelle anxiogène, lue le matin, peut continuer d'agir dans votre système même lorsque vous l'avez oublié consciemment. Votre esprit croit être passé à autre chose, mais votre corps, lui, a enregistré la fréquence de peur. Une conversation inutile, pleine de plaintes ou de médisance, laisse une lourdeur diffuse qui ne disparaît pas immédiatement. Un environnement chargé de tension imprime une vibration dans votre système nerveux. Rien de tout cela n'est neutre. Le plus inquiétant, c'est que cette pollution psychique devient normale à force d'être constante. Vous finissez par croire que votre agitation intérieure est naturelle. Vous pensez être fatigué de votre vie alors que vous êtes parfois épuisé par ce que vous transportez inconsciemment des autres. Votre esprit devient encombré de pensées qui ne sont pas réellement les vôtres. Votre humeur fluctue au rythme des fréquences environnantes. Votre sommeil lui-même devient un lieu saturé de résidus psychiques. Car la nuit n'efface pas automatiquement ce que vous avez accumulé le jour. Le sommeil travaille avec ce qui est présent en vous. Si votre champ intérieur est saturé, votre repos devient confus. Les rêves se chargent d'images incohérentes, l'esprit continue de traiter des tensions absorbées, le corps tente de nettoyer ce que vous avez laissé entrer sans discernement. Beaucoup se réveillent fatigués, non parce qu'ils ont mal dormi physiquement, mais parce que leur espace intérieur était déjà encombré avant même qu'ils ferment les yeux. La pollution psychique agit comme un bruit de fond constant. Elle réduit votre capacité à ressentir clairement ce qui vient réellement de vous. Vos intuitions deviennent confuses, votre énergie dispersée, votre attention fragmentée. Vous perdez progressivement le contact avec votre fréquence naturelle. Et plus cette déconnexion dure, plus vous cherchez à l'extérieur des solutions à un déséquilibre qui vient en grande partie d'une surcharge invisible.
Certaines présences numériques sont devenues plus toxiques qu'une pièce remplie de fumée. Une vidéo saturée de colère, une avalanche d'informations contradictoires, des débats agressifs, des images conçues pour provoquer l'envie ou l'insécurité modifient subtilement votre état intérieur. Vous ne regardez pas simplement un contenu. Vous laissez entrer un climat émotionnel dans votre système. Et ce climat continue souvent de vibrer en vous bien après que l'écran s'est éteint. Votre champ intérieur ressemble alors à une maison dont les fenêtres seraient restées ouvertes toute la journée au milieu d'une tempête de poussière. Chaque particule semble minuscule. Mais à la fin, l'espace entier devient lourd, opaque, difficile à habiter. Le silence disparaît. Une agitation constante s'installe. Vous cherchez le calme, mais quelque chose continue de tourner en arrière-plan. Les anciens mystiques parlaient de vigilance intérieure parce qu'ils savaient que tout contact laisse une empreinte. Ils comprenaient que l'âme humaine absorbe ce qu'elle contemple longuement. Ce que vous regardez finit par entrer en vous. Ce que vous écoutez modifie votre vibration. Ce que vous fréquentez devient une partie de votre climat intérieur. Rien n'est sans conséquence. Cette réalité ne demande pas de peur, mais de lucidité. Car comprendre la pollution psychique du quotidien permet de retrouver une responsabilité oubliée, celle de protéger l'espace intérieur comme un lieu sacré, non pas en se coupant du monde, mais en cessant d'ouvrir toutes les portes sans discernement. Vous n'êtes pas obligé de tout absorber. Vous n'êtes pas obligé de porter chaque tension croisée sur votre chemin. Le corps et l'esprit possèdent une intelligence naturelle de nettoyage, mais cette intelligence a besoin d'espace pour fonctionner. Lorsque l'accumulation devient permanente, le système finit par se fatiguer. L'esprit perd sa clarté, le corps sa légèreté, le cœur sa stabilité. Vous continuez à avancer, mais avec une densité grandissante qui ne vient pas uniquement de votre propre histoire. Une grande partie de la souffrance moderne vient de cette saturation invisible. Trop de bruit mental, trop d'émotions étrangères, trop d'images, trop de sollicitations. L'être humain n'a pas été conçu pour recevoir autant de fréquences contradictoires sans interruption. Et pourtant, chaque jour, vous laissez entrer davantage sans même remarquer l'effet cumulatif. Reconnaître cette pollution ne signifie pas devenir paranoïaque ou se méfier de tout. Cela signifie retrouver une sensibilité plus fine à ce qui nourrit réellement votre espace intérieur et à ce qui le contamine silencieusement. Chaque pensée absorbée agit comme une graine. Certaines éclairent, d'autres obscurcissent. Certaines ouvrent l'espace, d'autres le saturent. La nuit devient alors un moment crucial, non parce qu'elle efface magiquement tout, mais parce qu'elle révèle l'état réel de votre champ intérieur. Lorsque vous vous allongez dans le silence, ce qui tourne encore en vous apparaît clairement. Les tensions absorbées remontent, les résidus psychiques cherchent une sortie, les fréquences étrangères continuent parfois de vibrer comme des échos lointains. Vous découvrez alors une vérité troublante. Vous n'êtes pas seulement fatigué de ce que vous vivez, vous êtes fatigué de tout ce que vous laissez entrer sans le remarquer. Et cette fatigue ne disparaît pas simplement avec le temps. Elle demande une conscience nouvelle, une manière différente d'habiter votre espace intérieur. Car votre esprit n'est pas une décharge publique. Votre cœur n'est pas un lieu de stockage pour les tensions du monde. Et votre présence mérite mieux que cette accumulation permanente de parasites invisibles. Ce que vous laissez entrer finit toujours par vivre un moment en vous. La véritable question devient alors simple, presque brutale. Combien de choses étrangères êtes-vous encore prêt à porter avant de retrouver enfin votre propre silence? Le sommeil comme laboratoire de nettoyage. Chaque nuit, quelque chose en vous descend dans une profondeur que votre conscience éveillée ne contrôle plus. Le monde extérieur s'éloigne, les rôles tombent.
Les visages se dissolvent et une autre activité commence, plus discrète, plus ancienne, presque sacrée. Le sommeil n'est pas seulement un arrêt du corps fatigué, c'est un territoire de réorganisation invisible, un atelier silencieux où ce que vous avez accumulé tente de retrouver un ordre. Pendant que vous croyez disparaître quelques heures, une intelligence intérieure continue de travailler sans relâche. Elle trie, elle déplace, elle élimine, elle cherche à rétablir une circulation que votre agitation quotidienne a interrompue. Le problème n'est pas que cette intelligence soit absente. Le problème est la quantité de charge qu'elle reçoit sans interruption. Chaque journée ajoute des couches. Des images absorbées sans attention, des tensions retenues, des pensées répétées jusqu'à l'épuisement, des émotions commencées mais jamais terminées. Tout cela descend dans le sommeil, comme des débris portés par un fleuve trop chargé. Alors la nuit, au lieu d'être un espace de restauration profonde, devient un lieu saturé où le corps tente simplement de survivre à l'accumulation. Le sommeil véritable n'est pas seulement biologique, il est énergétique, émotionnel, psychique. Une partie de vous cherche chaque nuit à évacuer ce qui n'a plus besoin de rester. Le corps veut relâcher les tensions accumulées dans les muscles. Le système nerveux veut sortir de l'état d'alerte. Le champ intérieur veut se nettoyer des empreintes absorbées pendant la journée. Mais lorsque les couches deviennent trop nombreuses, le processus ralentit. Le sommeil continue, mais la régénération diminue. Vous dormez sans récupérer réellement. Vous vous réveillez avec le sentiment d'avoir traversé une obscurité sans avoir atteint le repos. Les rêves eux-mêmes participent à ce travail. Ils ne sont pas seulement des images absurdes produites par un cerveau désordonné. Ils sont souvent des tentatives de digestion. Une émotion retenue cherche une forme symbolique pour se déplacer. Une peur ancienne remonte sous un visage étrange. Une mémoire oubliée se déguise en scène impossible. Le rêve parle un langage que la conscience logique ne comprend pas toujours. Mais le corps, lui, sait exactement ce qu'il tente de faire. Relancer le mouvement là où quelque chose est resté bloqué. Certaines nuits deviennent lourdes parce que le champ intérieur est encombré de présences non évacuées. Une dispute silencieuse continue d'exister après la journée. Une inquiétude non résolue reste active même lorsque les yeux se ferment. Une tristesse contenue descend dans les profondeurs du sommeil et colore toute la nuit d'une densité étrange. Vous appelez cela fatigue, insomnie, agitation nocturne. Mais derrière ces mots se cache souvent un champ saturé qui n'arrive plus à trier correctement ce qu'il porte. Le corps ne cesse jamais complètement son activité. Même immobile, même plongé dans l'obscurité du sommeil, il continue de réparer, d'équilibrer, d'expulser. Le foie filtre, les cellules se régénèrent, le cerveau élimine des résidus invisibles accumulés pendant l'éveil. Mais cette mécanique subtile dépend d'un facteur que peu de gens regardent réellement, l'état du champ intérieur avant l'endormissement. Car le sommeil ne commence pas lorsque vous fermez les yeux. Il commence bien avant, dans la manière dont vous traversez votre journée, dans les charges que vous acceptez de porter jusqu'à la nuit. Un esprit saturé ne tombe pas dans le sommeil. Il s'y effondre. Et lorsqu'il s'effondre, il ne laisse pas assez d'espace au nettoyage profond. Le sommeil devient alors une suspension partielle, une parenthèse biologique qui maintient le corps fonctionnel sans atteindre les couches les plus profondes de régénération. Vous vous reposez en surface, tandis qu'au fond, l'agitation continue. Le silence intérieur joue ici un rôle central. Non pas un silence artificiel, mais une diminution réelle des mouvements inutiles. Chaque pensée répétitive, chaque tension maintenue, chaque émotion nourrie inutilement crée une activité constante dans le champ. Cette activité consomme une énergie immense, même au repos apparent,
quelque chose continue de tourner. Une partie de vous reste éveillée pour surveiller, anticiper, maintenir le contrôle. Et cette vigilance empêche les couches profondes du sommeil de s'ouvrir pleinement. La nuit révèle toujours l'état réel du champ intérieur. Une personne peut sourire toute la journée et pourtant traverser des nuits lourdes, fragmentées, oppressantes. Car le sommeil enlève les distractions. Il expose ce qui reste lorsque le bruit s'arrête. Les tensions qui semblaient supportables pendant l'éveil deviennent plus visibles dans l'obscurité. Les émotions retenues remontent lorsque le contrôle conscient diminue. Le sommeil devient alors un miroir silencieux de ce qui n'a pas été traversé. Mais malgré cette saturation, quelque chose en vous continue d'essayer. Chaque nuit, le corps tente encore de rétablir l'équilibre. Il pousse certaines émotions vers les rêves, il relâche certaines tensions musculaires, il cherche des ouvertures dans les couches accumulées. Même lorsque vous avez l'impression de ne pas avancer, ce travail invisible continue. Le corps ne renonce pas facilement à son mouvement naturel vers la régénération. Comprendre cela transforme la relation à la nuit. Le sommeil cesse d'être une simple interruption entre deux journées. Il devient un passage, un laboratoire intérieur où le vivant tente de restaurer sa fluidité. Et plus ce laboratoire reçoit d'espace, plus il peut accomplir son travail profondément, non pas par effort brutal, mais par cohérence. Un champ moins saturé offre moins de résistance au nettoyage naturel. Certaines personnes portent tellement de bruit intérieur que leur sommeil devient un champ de bataille. Le corps veut évacuer, mais les résistances sont trop fortes. Des réveils nocturnes apparaissent, des rêves oppressants se répètent. Une fatigue persistante s'installe malgré les heures passées au lit. Le problème n'est pas seulement physique. C'est le signe qu'une partie du champ reste encombrée de tensions non résolues. Le sommeil tente de travailler, mais il manque d'espace pour aller jusqu'au bout. La nuit possède pourtant une qualité unique. Elle réduit les frontières habituelles. Ce qui semblait figé pendant le jour devient plus fluide. Les défenses baissent, les couches conscientes se desserrent. Certaines émotions trouvent enfin un chemin vers la surface. C'est pour cela que certaines vérités apparaissent au bord du sommeil, que certaines prises de conscience surgissent au réveil. La nuit ouvre des passages que le bruit du jour maintient fermés. Votre champ intérieur ressemble à une terre vivante. Lorsqu'elle est trop encombrée, rien ne circule correctement. Les déchets anciens restent, les tensions s'accumulent, l'énergie stagne. Mais lorsque cette terre reçoit de l'espace, le vivant recommence naturellement à trier, à transformer, à évacuer. Le sommeil est une partie essentielle de ce processus. Il est le moment où le corps tente de redevenir un fleuve plutôt qu'un réservoir saturé. Le véritable repos ne vient pas uniquement du temps passé à dormir. Il vient de la capacité du champ à relâcher ce qu'il n'a plus besoin de porter. Une seule émotion relâchée profondément peut alléger davantage qu'une nuit entière passée dans une agitation intérieure silencieuse. Une seule tension dissoute peut ouvrir plus d'espace qu'un long sommeil traversé sans véritable abandon. Ce chapitre n'est pas une méthode pour contrôler la nuit. La nuit ne se contrôle pas, elle se respecte. Elle demande une qualité de présence différente, une compréhension plus subtile de ce qui se joue lorsque le monde extérieur disparaît. Car pendant que vous dormez, quelque chose en vous continue de chercher la lumière sous les couches accumulées. Quelque chose tente encore de nettoyer les couloirs intérieurs, de rouvrir les passages, de faire circuler ce qui était resté immobile. Et même lorsque vous l'avez oublié, même lorsque la fatigue vous semble normale, même lorsque le bruit intérieur paraît permanent, cette intelligence silencieuse continue son travail. Elle attend simplement que vous cessiez d'encombrer davantage ce qu'elle essaie déjà de libérer. Le protocole de scan intérieur.
Une grande partie de ce qui vous habite agit dans l'ombre parce que vous ne regardez presque jamais votre propre territoire intérieur avec une attention réelle. Vous pensez ressentir votre corps, mais la plupart du temps, vous le traversez comme un étranger traverse une ville inconnue. Rapidement, mécaniquement, sans voir les détails, sans écouter les signes, sans remarquer les fissures derrière les façades. Pourtant, chaque zone de votre être parle en permanence. Chaque tension envoie un message. Chaque lourdeur tente de signaler une présence. Le problème n'est pas l'absence de signaux. Le problème est l'absence d'écoute. Le scan intérieur commence lorsque vous cessez de considérer votre corps comme un simple outil et que vous commencez à le regarder comme un paysage vivant. Non pas un paysage figé, mais un territoire mouvant, traversé par des courants invisibles, des densités, des contractions, des espaces ouverts et des zones saturées. Ce regard change tout, car ce que vous observez avec précision cesse progressivement d'agir de manière entièrement inconsciente. La plupart des êtres humains vivent coupés de leurs sensations profondes. Ils ressentent seulement ce qui devient trop fort pour être ignoré. Une douleur aiguë, une fatigue extrême, une oppression intense. Mais avant d'atteindre ces niveaux, le corps murmure longtemps. Il envoie des signaux subtils, des variations presque imperceptibles, une légère crispation autour des yeux, une gorge plus serrée que d'habitude, une chaleur inhabituelle dans le ventre, une densité discrète derrière le sternum. Ces signes sont les premières traces des accumulations invisibles. Le protocole de scan intérieur ne consiste pas à imaginer, interpréter ou analyser. Il consiste à observer directement ce qui est déjà présent. Cette différence est essentielle. Dès que vous analysez trop vite, vous quittez le territoire vivant des sensations pour entrer dans le labyrinthe du mental. Le mental veut expliquer immédiatement. Le corps, lui, veut simplement être entendu. Lorsque l'attention commence à descendre lentement à travers votre propre champ intérieur, quelque chose d'étrange se produit. Vous découvrez que certaines zones semblent silencieuses, fluides, presque transparentes, tandis que d'autres paraissent lourdes, denses, chargées d'une présence difficile à définir. Ces densités ne sont pas imaginaires. Elles sont le résultat de tout ce qui a été retenu trop longtemps. Des émotions figées, des peurs comprimées, des mémoires accumulées, des tensions répétées jusqu'à devenir normales. La tête est souvent saturée d'un bruit invisible, une activité constante, des pensées qui tournent même lorsque tout semble calme. Mais derrière ce mouvement apparent se cache souvent une tension plus profonde, la peur de perdre le contrôle. Le front se contracte, les tempes se durcissent. Les yeux restent intérieurement ouverts, même lorsque le monde extérieur s'éteint. Cette agitation n'est pas seulement mentale, elle est devenue une structure énergétique, une manière permanente de rester en alerte. Puis l'attention descend vers la gorge. Beaucoup découvrent ici un verrou silencieux, une oppression légère, parfois presque imperceptible, comme si quelque chose restait suspendu sans jamais pouvoir sortir complètement. Les paroles retenues, les vérités étouffées, les émotions interrompues laissent souvent leur empreinte ici. La gorge devient une frontière entre ce qui est ressenti et ce qui est autorisé à exister. La poitrine révèle une autre qualité de densité. Certaines personnes ressentent un poids diffus, une pression sourde, une fatigue émotionnelle qui ne trouve pas de nom précis. D'autres perçoivent une froideur, un vide, une absence étrange de sensations. Chaque manifestation raconte une histoire différente, car parfois le cœur se ferme par surcharge et parfois il se retire pour ne plus être atteint. Le ventre est encore plus ancien. Les mémoires qui s'y logent ne sont pas seulement personnelles. Elles touchent aux peurs fondamentales, aux insécurités profondes, aux instincts de survie.
Une brûlure, un nœud, une tension permanente dans cette zone signalent souvent une accumulation de peurs non reconnues. Le ventre ne ment jamais, il réagit avant les mots, avant les idées, avant les explications. En descendant plus bas, certaines zones semblent presque absentes de la conscience, comme si l'attention ne pouvait pas s'y poser longtemps. Cette absence de sensation est elle-même une information, car le corps coupe parfois l'accès à certains territoires lorsque ceux-ci contiennent trop de charges non intégrées. L'insensibilité n'est pas toujours un vide réel, elle peut être une protection. Le plus important dans ce protocole n'est pas ce que vous découvrez, mais la manière dont vous le regardez. Beaucoup commettent une erreur immédiate, vouloir supprimer ce qu'ils ressentent. Dès qu'une densité apparaît, ils cherchent une solution, une technique, une manière de l'éliminer rapidement. Mais cette précipitation reproduit exactement le mécanisme qui a créé l'accumulation, le rejet, la fuite, l'incapacité à rester avec ce qui est là. Voir une densité sans la combattre modifie déjà sa structure. Une tension observée avec clarté commence à perdre une partie de sa rigidité, non pas parce que vous la forcez à partir, mais parce qu'elle n'a plus besoin de se cacher. Beaucoup de charges intérieures survivent grâce à l'inconscience. Elles restent actives parce qu'elles ne sont jamais pleinement reconnues. La lumière de l'attention agit comme une ouverture dans un espace fermé depuis longtemps. Chaque zone dense possède une qualité particulière. Certaines semblent lourdes et lentes, d'autres brûlantes et agitées, d'autres encore froides et figées. Ces différences ne sont pas anodines. Elles indiquent la nature des mémoires qui y résident. Une colère comprimée ne se ressent pas comme une tristesse ancienne. Une peur figée n'a pas la même texture qu'un chagrin retenu. Le corps parle un langage subtil, fait de sensations, de température, de rythme, de pression. Avec le temps, ce protocole affine votre perception. Vous commencez à sentir les variations avant qu'elles deviennent trop fortes. Vous percevez les accumulations dès leur apparition avant qu'elles s'enracinent profondément. Cette sensibilité n'est pas une fragilité, c'est une lucidité corporelle, une manière de redevenir présent à ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Le scan intérieur révèle aussi quelque chose de plus mystérieux. Certaines charges ne semblent pas entièrement personnelles. Des émotions surgissent sans cause immédiate. Des lourdeurs apparaissent comme venues d'ailleurs. Des tensions anciennes semblent porter une mémoire plus vaste que votre propre histoire. Le corps absorbe parfois des atmosphères, des projections, des héritages invisibles. Et tant que vous ne les voyez pas clairement, vous continuez à les prendre pour vous-même. Observer sans juger devient alors une forme de purification silencieuse, non pas parce que tout disparaît immédiatement, mais parce que l'identification commence à se fissurer. Vous cessez peu à peu de dire intérieurement « ceci est moi ». Vous commencez à voir « ceci est présent en moi ». Cette nuance change profondément la relation aux charges intérieures. Ce qui est observé n'est plus totalement confondu avec votre identité. Le protocole de scan intérieur n'est pas une méthode spectaculaire. Il ne produit pas forcément des révélations immédiates. Son pouvoir réside dans sa simplicité radicale. Regarder, ressentir, reconnaître, descendre lentement à travers son propre territoire sans détourner les yeux. Car ce que vous voyez clairement perd déjà une partie de son pouvoir sur vous. Le corps attend cette attention depuis longtemps. Non pas une attention nerveuse, obsessionnelle ou analytique, mais une présence calme, précise, stable. Une présence capable de traverser chaque zone sans violence. Chaque fois que cette qualité d'attention apparaît, quelque chose commence à bouger subtilement. Une densité se fissure, une tension respire légèrement, un espace oublié retrouve un peu de circulation. Rien n'a besoin d'être forcé.
Ce qui doit partir commence déjà à se désagréger lorsqu'il est pleinement vu. Car l'obscurité intérieure ne résiste pas éternellement à une conscience qui cesse enfin de détourner le regard. La technique du souffle purificateur. Quelque chose respire en vous-même lorsque vous n'y pensez plus. Une marée silencieuse entre et sort de votre corps depuis le premier instant de votre existence. Vous l'avez accompagnée sans la regarder, utilisée sans la comprendre, laissée devenir automatique alors qu'elle était l'un des passages les plus mystérieux entre ce que vous appelez vous-même et ce qui vous traverse. Le souffle ne sert pas seulement à maintenir le corps vivant, il sert à déplacer ce qui stagne, à remettre en circulation ce qui s'est immobilisé, à ouvrir des chemins là où les accumulations ont construit des barrages invisibles. Chaque respiration modifie quelque chose. Chaque expiration emporte une trace. Chaque inspiration apporte plus qu'un simple air. Mais la plupart des êtres respirent sans présence, comme des voyageurs qui possèdent une clé sans jamais ouvrir la porte qu'elle contient. Le souffle possède une intelligence ancienne. Il sait entrer dans les zones où la pensée ne peut pas accéder. Il glisse entre les tensions, traverse les mémoires, touche des endroits que les mots ne savent même pas nommer. Lorsqu'une émotion reste bloquée, le souffle se raccourcit. Lorsqu'une peur s'installe, il devient superficiel. Lorsqu'une fatigue profonde envahit le corps, il perd son amplitude naturelle. Ce n'est pas un hasard. Les parasites intérieurs, qu'ils soient émotionnels, énergétiques ou psychiques, cherchent toujours à limiter la circulation, car tout ce qui circule menace leur stabilité. Le souffle purificateur commence au moment précis où vous cessez de respirer mécaniquement. Vous comprenez alors que l'inspiration n'est pas seulement une entrée d'air, mais une ouverture. Une permission donnée à quelque chose de plus vaste de traverser votre espace intérieur. Vous imaginez une lumière neutre, transparente, sans couleur fixe, presque invisible. Une lumière qui ne juge pas, qui ne force rien, qui ne combat pas. Elle pénètre doucement dans le corps avec chaque inspiration, non pas pour remplir, mais pour révéler. Car la lumière véritable ne crée pas toujours quelque chose de nouveau. Elle montre ce qui était déjà là. Cette lumière entre dans les couloirs silencieux du corps, dans les zones saturées, dans les pièces oubliées de votre hôtel intérieur. Elle ne chasse pas brutalement les parasites, elle les rend visibles. Une présence stagnante devient soudain perceptible. Une lourdeur jusque-là normale révèle sa densité. Une tension cachée commence à apparaître sous votre attention. Le souffle éclaire sans violence. Puis vient l'expiration. Et c'est là que le mouvement profond commence. Vous imaginez que le souffle traverse chaque accumulation comme une rivière traverse une terre chargée de boue. Les parasites intérieurs prennent des formes étranges lorsque vous les regardez réellement. Certains ressemblent à des fumées épaisses accrochées autour des organes. D'autres à des toiles anciennes suspendues entre les pensées. Certains encore apparaissent comme des algues sombres collées aux parois intérieures du corps, absorbant lentement votre énergie. Ils ne sont pas des créatures conscientes, ils sont des résidus, des restes d'émotions figées, de mémoires retenues, de tensions oubliées. Chaque expiration agit comme un courant invisible. Elle décroche doucement ce qui était fixé. Elle émiette ce qui semblait compact. Elle aspire hors du corps les fragments stagnants qui n'avaient plus de raison de rester. Le souffle devient alors un fleuve de nettoyage. Non pas une destruction, mais une restitution. Car rien n'est véritablement éliminé. Tout est transformé. Ce qui quitte votre espace retourne à quelque chose de plus vaste qui saura le dissoudre autrement. Beaucoup se trompent sur la purification. Ils imaginent un combat contre une obscurité intérieure, une guerre contre leurs propres ombres.
Mais le souffle purificateur ne lutte pas. Il ne condamne pas les parasites. Il les remet en mouvement. Une énergie stagnante devient toxique précisément parce qu'elle ne circule plus. Lorsqu'elle recommence à bouger, elle perd sa densité. Elle redevient un simple courant. Le plus étrange est que certains parasites résistent au départ, non parce qu'ils veulent rester, mais parce qu'ils ont été nourris pendant des années. Une peur entretenue quotidiennement finit par croire qu'elle fait partie de votre identité. Une tristesse ancienne devient un meuble intérieur auquel vous ne prêtez même plus attention. Une colère silencieuse construit sa demeure dans vos muscles, vos organes, votre posture. Lorsque le souffle commence à les déplacer, une sensation inhabituelle apparaît, comme si quelque chose en vous perdait un appui familier. C'est ici que beaucoup interrompent le processus, non pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce qu'il fonctionne réellement. Le vide qui apparaît après l'évacuation trouble davantage que la présence des parasites eux-mêmes. Vous vous étiez habitué à cette densité. Elle faisait partie du décor intérieur. Sans elle, un espace nouveau se révèle. Et cet espace demande une autre manière d'habiter votre propre corps. Le souffle purificateur agit aussi sur les mémoires invisibles héritées des autres. Certaines charges que vous portez ne sont même pas nées dans votre propre histoire. Une angoisse transmise silencieusement, une colère familiale, une fatigue générationnelle. Le corps absorbe plus qu'il ne devrait lorsqu'il manque de frontières conscientes. Le souffle permet alors de distinguer ce qui vous appartient de ce qui a simplement trouvé refuge en vous. Chaque expiration devient une phrase muette. Ceci peut repartir. Certaines expirations semblent plus lourdes que d'autres, comme si le souffle quittait le corps chargé de cendres anciennes. Une chaleur peut apparaître dans certaines zones, des frissons, des tremblements subtils, des sensations de mouvement. Le corps réagit parce qu'il reconnaît enfin une possibilité de libération. Ce qui était immobile commence à se détacher. Mais le véritable mystère du souffle purificateur ne réside pas seulement dans ce qu'il enlève. Il réside dans ce qu'il rétablit. Car sous les couches de fatigue, sous les tensions accumulées, sous les émotions figées, une circulation naturelle attend toujours. Une fluidité originelle qui n'a jamais totalement disparu. Lorsque les parasites se retirent, même légèrement, cette circulation revient immédiatement. Le corps semble plus vaste de l'intérieur. Le souffle descend plus profondément. Le silence change de texture. Ce phénomène reste difficile à expliquer avec les mots ordinaires parce qu'il touche une zone entre le physique et l'invisible. Le souffle devient un pont entre matière et présence. Il nettoie autant les muscles que les souvenirs, autant les organes que les émotions suspendues. Et plus il traverse consciemment votre espace intérieur, plus les accumulations perdent leur pouvoir de fixation. Le souffle purificateur vous rappelle aussi une vérité oubliée. Votre corps sait déjà comment se nettoyer. Il tente constamment d'expulser ce qui ne lui appartient pas. Les larmes, les sueurs, les tremblements, les bâillements, les expirations profondes sont autant de portes naturelles. Mais vous avez appris à retenir, à contrôler, à maintenir. Vous avez transformé la rétention en discipline. Alors le souffle devient faible, fragmenté, prisonnier de la partie haute du corps. Retrouver un souffle vivant, c'est redonner au corps sa capacité d'expulsion naturelle. Ce n'est pas seulement respirer davantage, c'est permettre à l'intérieur de recommencer à circuler. Car la stagnation est le véritable poids invisible. Et le souffle reste l'un des rares mouvements capables de traverser tous les niveaux à la fois. Une respiration consciente finit toujours par révéler quelque chose que vous ne vouliez plus voir. Car les parasites ne survivent que dans les zones où l'attention ne pénètre plus. Dès que la présence revient, leur emprise diminue. Le souffle devient alors une lumière mobile.
un courant transparent qui traverse les pièces fermées de votre monde intérieur. Et peu à peu, sans violence, sans guerre, sans brutalité, quelque chose se vide. Non pas votre énergie, non pas votre identité, mais ce qui occupait l'espace sans nourrir réellement la vie. Les fumées se dissipent, les toiles se défont, les algues se détachent lentement des parois intérieures. Ce qui était dense retrouve une possibilité de mouvement. Alors, le corps respire autrement, non pas plus fort, plus vrai, comme un lieu qui n'a plus besoin de retenir autant, comme une maison dont les fenêtres s'ouvrent enfin après un très long hiver. La reconnexion à son aimant originel. Après les départs, vient toujours une question plus profonde que le simple soulagement. Qu'est-ce qui va maintenant occuper l'espace libéré ? Beaucoup pensent que la guérison consiste uniquement à enlever, purifier, retirer, nettoyer. Mais un espace vidé sans conscience devient rapidement un espace disponible pour de nouvelles intrusions. Le vide attire, il appelle, il aspire ce qui flotte autour de lui. C'est pour cela que tant de personnes se débarrassent d'une douleur pour en accueillir une autre, quittent une dépendance pour en créer une nouvelle, ferment une blessure pour ouvrir une autre porte au même désordre sous une forme différente. Le problème n'était pas seulement ce qui occupait l'espace. Le problème était l'absence d'une présence intérieure suffisamment stable pour habiter cet espace, car la nature ne supporte pas longtemps les territoires abandonnés. Ce qui n'est pas habité consciemment finit toujours par être colonisé. Une peur revient, une influence s'installe, une fatigue réapparaît, une relation toxique trouve à nouveau une place. Ce cycle continue tant que vous ne redevenez pas la présence principale de votre propre champ. Nettoyer sans se reconnecter à soi-même revient à ouvrir toutes les fenêtres d'une maison sans jamais revenir y vivre. Votre véritable protection n'a jamais été la fermeture. Elle a toujours été la présence. Une présence dense, calme, alignée, qui n'a pas besoin de lutter contre les influences parce qu'elle rayonne déjà sa propre fréquence. Ce que vous appelez votre identité profonde n'est pas une personnalité, ni une histoire, ni un rôle social. C'est une vibration première, une signature invisible qui existait avant les blessures, avant les conditionnements, avant les masques. Quelque chose de simple, de stable, de silencieux, que vous avez progressivement recouvert sous des couches d'adaptation. Chaque expérience douloureuse vous a éloigné légèrement de cette fréquence originelle, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que votre attention s'est tournée vers la survie. Vous avez commencé à réagir davantage qu'à rayonner, à vous protéger davantage qu'à habiter pleinement votre espace. Peu à peu, votre champ intérieur est devenu réactif. Il répondait au monde au lieu d'émettre sa propre note. Et lorsque cela se produit, vous commencez à attirer non pas ce qui vous correspond réellement, mais ce qui correspond à vos blessures non résolues. Le monde répond toujours à la fréquence dominante, jamais aux intentions superficielles. Une personne peut vouloir la paix consciemment tout en portant intérieurement une vibration de peur, de manque ou de tension. Et c'est cette vibration profonde qui organise les rencontres, les répétitions, les situations. Le chant attire ce qu'il reconnaît, pas ce qu'il souhaite verbalement. Voilà pourquoi certaines personnes retrouvent sans cesse les mêmes dynamiques destructrices sous des visages différents. Leur aimant intérieur n'a pas changé. Il continue d'émettre la même fréquence blessée. Se reconnecter à son aimant originel signifie donc retrouver cette note première qui existait avant la fragmentation. Cela ne demande pas d'ajouter quelque chose de nouveau. Cela demande d'enlever ce qui brouille le signal, car votre fréquence essentielle n'a jamais disparu. Elle a seulement été couverte par le bruit des émotions figées, des peurs accumulées, des influences absorbées.
Elle attend sous les couches avec une patience presque infinie. Lorsque le champ commence réellement à se nettoyer, un phénomène particulier apparaît. Un silence inhabituel, une sensation d'espace intérieur que beaucoup interprètent d'abord comme du vide ou de l'inconfort, car ils étaient tellement habitués au bruit émotionnel, aux tensions permanentes, aux pensées répétitives, qu'ils ne savent plus reconnaître leur propre présence lorsqu'elle devient calme. Pourtant, c'est précisément dans ce calme que la fréquence originelle commence à remonter. Elle ne remonte pas comme une explosion mystique. Elle apparaît souvent comme une sensation discrète de cohérence. Quelque chose cesse de lutter intérieurement. Le corps devient légèrement plus habitable. Le souffle semble circuler différemment. Les décisions deviennent plus simples. Les interactions moins lourdes. Vous ne cherchez plus autant à convaincre, à vous protéger, à contrôler. Une stabilité douce commence à remplacer l'agitation ancienne. Cette stabilité n'est pas une émotion. Elle est plus profonde que les émotions. Elle ressemble à une lumière silencieuse qui ne dépend pas des circonstances immédiates. Une sensation d'être revenu à un endroit oublié de soi-même. Et plus cette présence se renforce, plus votre champ cesse d'être accessible aux influences qui auparavant trouvaient facilement une entrée. Car ce que vous appelez parasite émotionnel ou énergétique ne pénètre pas uniquement par faiblesse. Il pénètre surtout par absence de centre. Un champ dispersé attire naturellement les forces dispersées. Un être qui ne sait plus ce qu'il est devient perméable à tout ce qui passe. Il absorbe les émotions des autres, les tensions des lieux, les projections extérieures. Il se confond avec ce qu'il traverse. Son champ n'émet plus clairement sa propre fréquence, alors il devient un réceptacle. La reconnexion change cette dynamique. Plus vous habitez votre propre vibration, moins vous êtes disponible pour ce qui ne vous appartient pas. Non pas par rejet, mais par incompatibilité naturelle. Une fréquence stable ne lutte pas contre les fréquences dissonantes. Elle cesse simplement de résonner avec elles. Ce qui ne correspond plus à votre champ perd progressivement son accès. C'est là que l'image de la sphère lumineuse prend tout son sens, non pas comme une fantaisie spirituelle, mais comme une représentation intérieure d'un champ redevenu cohérent. Une lumière qui ne vient pas de l'extérieur, mais du centre même de votre présence. Une lumière qui monte du cœur non comme une émotion sentimentale, mais comme une force d'unification. Elle traverse le corps, elle réorganise les espaces, elle harmonise les zones fragmentées. Puis, elle s'étend naturellement autour de vous, formant une sphère douce, stable, silencieuse. Cette sphère n'est pas une barrière agressive. Elle n'est pas construite contre le monde. Elle est la conséquence naturelle d'une présence alignée. Elle agit comme un aimant restauré, non plus un aimant blessé attirant ce qui répète la douleur, mais un aimant conscient attirant ce qui résonne avec sa véritable nature. Alors les rencontres changent, les lieux changent, les synchronicités changent. Non parce que le monde extérieur s'est transformé miraculeusement, mais parce que votre fréquence intérieure ne dialogue plus avec les mêmes réalités. Vous cessez d'alimenter certaines dynamiques invisibles. Et ce retrait énergétique modifie profondément ce que vous attirez. Le plus important, pourtant, n'est pas ce que cette reconnexion attire. C'est ce qu'elle rend inutile. Vous n'avez plus besoin de certaines compensations, de certaines validations, de certaines dépendances émotionnelles. Ce qui auparavant semblait indispensable perd peu à peu son pouvoir, non par effort, mais parce qu'une partie plus profonde de vous-même est enfin revenue occuper l'espace. Cette présence retrouvée ne vous coupe pas du monde. Elle vous permet, au contraire, d'y entrer sans vous perdre. Vous pouvez ressentir sans absorber, écouter sans porter, aimer sans vous dissoudre. La frontière devient fluide mais claire.
Vous n'avez plus besoin de fermer votre cœur pour vous protéger, car votre centre reste intact même au contact des autres. Beaucoup cherchent la protection dans la fermeture, dans le contrôle, dans l'évitement. Mais la véritable protection naît d'une fréquence suffisamment stable pour ne plus être déplacée au moindre contact. Une présence enracinée dans sa propre lumière devient naturellement sélective. Elle attire ce qui nourrit sa cohérence et laisse passer ce qui ne lui correspond pas. Ce chapitre n'est pas un aboutissement, c'est un retour. Le retour vers cette note intérieure que vous portiez avant les couches, avant les peurs, avant les adaptations. Elle n'a jamais cessé d'exister. Elle attendait simplement que le bruit diminue suffisamment pour redevenir audible. Et lorsque cette fréquence recommence à rayonner pleinement, quelque chose de très ancien se réveille dans le champ. Une mémoire de votre véritable nature. Non pas une identité construite, mais une vibration nue, stable, reconnaissable entre toutes. Une lumière qui ne cherche plus à devenir autre chose qu'elle-même, une présence qui n'a plus besoin de se défendre parce qu'elle se souvient enfin de ce qu'elle est. La protection nocturne. La nuit n'est jamais un simple passage entre deux journées. Quelque chose change lorsque le monde ralentit, lorsque les bruits diminuent, lorsque les défenses conscientes se relâchent peu à peu. Votre corps entre dans un état différent, votre esprit cesse de contrôler avec la même intensité, et les frontières qui vous séparent du reste deviennent plus fines. Le sommeil n'est pas seulement du repos, c'est une ouverture, une traversée silencieuse où votre présence devient plus perméable, plus réceptive, plus exposée à ce qui circule au-delà du visible habituel. Pendant le jour, la conscience agit comme une muraille. Elle filtre, elle sélectionne, elle maintient une certaine structure intérieure. Même fatiguée, elle reste occupée à organiser votre perception du monde. Mais lorsque vous vous endormez, cette activité diminue. Une partie de vous se retire du contrôle direct. Les couches profondes deviennent plus accessibles. Les tensions cachées remontent parfois sous forme de rêves. Les émotions non résolues cherchent une voie de libération. Les mémoires silencieuses recommencent à bouger. Le sommeil ouvre des portes que l'état de veille maintient fermées. Cette vulnérabilité n'est pas un danger en soi. Elle est une condition naturelle du relâchement. Mais ce relâchement peut aussi permettre le retour de certaines influences que vous portez déjà en vous ou autour de vous. Une pensée lourde, absorbée dans la journée, une émotion étrangère restée collée à votre champ intérieur, une anxiété collective flottant dans l'atmosphère invisible des êtres. Tout cela ne disparaît pas automatiquement avec la tombée de la nuit. Certaines charges profitent même du silence pour reprendre de la place. Vous avez peut-être déjà ressenti cette étrange sensation. Vous vous endormez fatigué, mais calme, puis vous vous réveillez avec une lourdeur qui ne semble pas venir de vous. Comme si quelque chose s'était approché pendant votre sommeil. Une agitation sans cause, un rêve dense, une oppression diffuse au réveil. Une sensation de confusion qui ne correspond à rien de précis. Le corps a dormi, mais le champ intérieur, lui, n'a pas complètement récupéré. Quelque chose a continué à circuler. Le problème n'est pas la nuit elle-même. Le problème est l'absence de conscience avant d'y entrer. Beaucoup s'endorment sans fermer intérieurement ce qui doit l'être. Ils laissent ouvertes des portes énergétiques, émotionnelles, mentales. Les pensées de la journée continuent de tourner. Les peurs restent actives. Les tensions demeurent accrochées au corps. Le sommeil commence alors dans un espace déjà encombré. Et ce qui est encombré attire naturellement davantage de densité. Votre champ intérieur fonctionne comme une membrane sensible. Il absorbe, filtre, repousse ou laisse entrer selon son état. Lorsqu'il est saturé, épuisé ou troué par des tensions répétées, il devient moins stable.
Il laisse pénétrer des influences qui ne devraient en pas rester. Non pas des entités fantastiques ou des présences imaginaires, mais des charges émotionnelles, des atmosphères psychiques, des résidus invisibles que votre système n'a plus la force de trier correctement. La protection nocturne commence donc bien avant le sommeil lui-même. Elle commence dans l'intention que vous placez avant de fermer les yeux. Une intention réelle agit comme une direction donnée à votre champ. Elle organise intérieurement ce que vous acceptez et ce que vous refusez, car votre espace intérieur écoute ce que vous affirmez avec clarté. Une parole prononcée consciemment modifie la structure invisible qui vous entoure. Elle ne transforme pas le monde extérieur, mais elle transforme votre manière de laisser le monde entrer. Imaginer une lumière autour de soi n'est pas un simple exercice mental destiné à rassurer. L'imagination profonde agit sur les couches subtiles du corps. Une image répétée avec sincérité finit par devenir une sensation réelle. Lorsque vous visualisez une membrane souple, lumineuse, intelligente autour de votre corps, vous donnez à votre système une information précise, filtrer sans se fermer, protéger sans rigidité, laisser entrer ce qui nourrit et repousser ce qui alourdit. Cette membrane n'est pas un mur. Un mur isole, coupe, durcit. La véritable protection reste vivante. Elle respire, elle s'adapte, elle reconnaît. Elle ne transforme pas le monde en menace. Elle restaure simplement une frontière saine entre vous et ce qui ne vous appartient pas. Beaucoup confondent protection et fermeture. Ils se contractent, se méfient, se coupent émotionnellement du monde. Mais une protection basée sur la peur finit toujours par attirer davantage ce qu'elle redoute. La véritable protection naît d'une stabilité intérieure, pas d'une obsession défensive. La lumière dorée possède une symbolique particulière parce qu'elle évoque une chaleur consciente, une intelligence calme, une présence non agressive. Lorsque vous imaginez cette lumière enveloppant votre lit, votre chambre, votre maison, vous transformez l'espace intérieur associé au sommeil. Vous cessez de voir la nuit comme une zone passive où tout peut entrer. Vous redevenez gardien de votre propre seuil. Le sommeil répond profondément aux états invisibles précédant l'endormissement. Une personne qui s'endort dans la peur transporte cette fréquence dans son repos. Une personne qui s'endort dans une agitation mentale nourrit des rêves fragmentés. Une personne qui s'endort avec une intention claire crée un axe intérieur différent. L'esprit descend alors dans le sommeil avec une direction au lieu de tomber dans le désordre des influences accumulées. Dire intérieurement « mon champ est purifié, mon aimant est restauré, je ne reçois cette nuit que ce qui m'élève » n'est pas une formule magique. C'est une réorientation de votre espace intérieur, une manière de rappeler à votre système sa fonction naturelle, discerner, filtrer, préserver l'équilibre, car le corps profond sait déjà comment se nettoyer, comment se réparer, comment éliminer ce qui ne doit pas rester. Mais cette intelligence naturelle a besoin d'un terrain moins encombré par les peurs et les tensions constantes. La nuit possède aussi une dimension réparatrice que beaucoup perturbent sans le savoir. Le corps tente de libérer, d'évacuer, de réorganiser. Les rêves eux-mêmes participent parfois à ce nettoyage. Certains rêves étranges ne sont pas des messages mystérieux, mais des mécanismes de décharge. Des émotions remontent, des images se mélangent, des fragments se dissolvent. Le problème apparaît lorsque vous résistez inconsciemment à ce processus. Une partie de vous veut dormir sans rien ressentir, sans rien traverser, sans rien relâcher. Alors, le nettoyage reste incomplet. La confiance joue ici un rôle essentiel. Une confiance non pas naïve, mais enracinée dans une compréhension simple. Votre espace intérieur n'est pas condamné à être envahi. Vous pouvez apprendre à l'habiter consciemment.
Vous pouvez apprendre à reconnaître ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez apprendre à laisser partir ce qui cherche à s'accrocher inutilement. Plus cette relation devient consciente, plus le sommeil change de qualité. Il cesse d'être une fuite temporaire hors de l'épuisement. Il redevient un passage de restauration. Une traversée où le corps, l'esprit et les couches invisibles de votre être retrouvent un certain ordre. Vous vous réveillez alors différemment. Non pas nécessairement euphorique ou transformé, mais plus léger, plus clair, moins occupé intérieurement. Le véritable repos ne vient pas uniquement du nombre d'heures dormies. Il vient de ce qui circule pendant ces heures. Un corps peut dormir longtemps tout en restant saturé. Un autre peut dormir moins, mais relâcher profondément ce qui n'avait plus besoin de rester. La différence réside souvent dans l'état du champ intérieur avant l'abandon au sommeil. Ce chapitre n'est pas une invitation à craindre la nuit. Au contraire, la nuit peut devenir un allié immense lorsque vous cessez de l'aborder inconsciemment. Elle possède une intelligence silencieuse capable d'alléger ce que le jour maintient comprimé. Mais cette intelligence demande une participation minimale, une intention claire, une ouverture calme, une présence intérieure qui ne se livre pas au hasard. Votre chambre n'est pas seulement un lieu physique. Elle devient chaque nuit un espace de traversée invisible. Votre lit devient un seuil. Votre sommeil devient une conversation silencieuse entre ce que vous portez et ce que vous êtes prêt à laisser partir. Et lorsque vous entrez dans cette nuit avec conscience, quelque chose change subtilement. Le corps se détend autrement. Le souffle descend plus profondément. L'esprit cesse de lutter. Le champ intérieur retrouve peu à peu sa clarté naturelle. Alors la nuit cesse d'être un territoire flou rempli de tensions invisibles. Elle devient un sanctuaire silencieux où ce qui est lourd peut enfin se dissoudre, où ce qui est étranger peut repartir, où ce qui est essentiel peut rester intact. Et lorsque le matin revient, vous ne vous sentez pas seulement reposé, vous vous sentez rendu à vous-même. Vous avez passé votre vie à nettoyer ce qui se voit, sans comprendre que le plus lourd ne laisse presque jamais de traces visibles. Les tensions accumulées, les émotions figées, les pensées répétitives, les mémoires silencieuses ont lentement occupé votre espace intérieur jusqu'à devenir votre climat habituel. Pourtant, sous cette accumulation, quelque chose en vous est resté intact. Un noyau silencieux, un champ invisible qui continue de chercher l'équilibre malgré le bruit, malgré les charges, malgré les années de saturation. Ce soir, vous n'avez pas reçu une méthode pour devenir quelqu'un d'autre. Vous avez retrouvé une capacité oubliée, celle de libérer ce qui n'a plus besoin de rester, scanner ce qui pèse, respirer ce qui bloque, évacuer ce qui stagne, reconnecter ce qui a été coupé, protéger ce qui doit rester vivant. Votre corps n'est pas un dépotoir émotionnel. Votre esprit n'est pas une salle d'archives pour les douleurs anciennes. Vous êtes un espace de circulation, et tout ce qui circule retrouve un jour sa légèreté. Lorsque le champ intérieur s'allège, la perception change, les réactions changent, la réalité elle-même semble moins hostile. Maintenant, la nuit descend lentement. Le silence s'ouvre, et quelque chose en vous commence déjà à relâcher ce qu'il portait depuis trop longtemps. Bonne nuit quantique.